Et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est un peu comment, on pourrait utiliser de manière optimale et comment on va être, en fait, non seulement on pourrait, mais qu'on va être obligé de faire avancer la gouvernance et l'organisation des cliniques universitaires, étant donné que ce que je vais vous raconter, c'est que le Consortium Santé numérique, lorsque un certain projet de loi 19, qui est devenu le projet de loi 3, qui est devenu la loi 5, je pense que c'est à peu près ça, a été discuté il y a quelques années, et que c'est ce projet de loi, ou cette loi 5, qui est en place théoriquement depuis juillet dernier, mais qui n'est pas en place pratiquement parce que dans le réseau de la santé, c'est un peu compliqué de savoir comment ça va être mis en place par rapport à Santé Québec, mais comment ça va aussi impliquer les universités, les collèges qui offrent des soins de santé et comment ça va avoir cet impact. Alors, c'est un peu ça que je vais vous raconter aujourd'hui. Et je m'excuse à l'avance, hein, mais je ne serai pas capable de rester toute la journée avec vous. Comme je dis toujours, dans les universités, on a 2 fins du monde chaque année. Et puis, il faut tout régler avant la fin du monde. La première, c'est Noël, puis la deuxième, c'est la Saint-Jean. Et il y a trop de choses, malheureusement, donc je dois retourner à Montréal pour régler les choses avant la fin du monde. Donc, la recherche clinique. Vraiment, je n'avais pas dit au recteur, mais il a utilisé cette expression, et c'est tout à fait ça. Alors, c'est quoi la recherche clinique? Bien, c'est pas évident. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que OK, parfait. Parce que c'est pas une expression... Ben, pour certains, si vous parlez à une compagnie pharmaceutique, c'est une recherche sur l'efficacité des médicaments. Si vous parlez à d'autres organisations, vous allez avoir une autre définition. En fait, si vous regardez aux instituts de recherche en santé du Canada, la recherche clinique, c'est réservé aux études liées aux médicaments ou approches médicales. Ça, c'est selon les IRSC. À mon avis, il devra y avoir une évolution. Parce qu'aux IRSC, dans la définition de ce qu'est la recherche clinique, à côté, on dit « et par ailleurs, il y a la recherche axée sur le patient », ce qui est en partie la recherche clinique, donc, qui est la recherche sur la santé des populations et des facteurs sociaux, culturels, environnementaux, ce qui pourrait être en fait aussi en lien, entre autres, avec des médicaments, mais sans médicaments aussi. La recherche sur le système des services de santé. Bref, je ne suis pas convaincu que vous devriez utiliser l'expression recherche clinique ou la définition de recherche clinique des instituts de recherche en santé du Canada. Je ne vous le recommande pas. Je ne sais pas comment vous la définissez. Je ne sais pas si vous avez une définition de ce qu'est la recherche clinique que votre recteur a évoquée. Mais une que peut-être qui pourrait être inspirante, c'est celle du CRCHUM, du Centre de recherche du CHUM. Parce que c'est défini très simplement, mais très vrai, parce que ça correspond à la recherche qui porte sur l'innovation en santé, c'est à la fois les traitements, prévention, etc., par le biais de la recherche impliquant des êtres humains. Donc, c'est ça, la recherche clinique. Et donc, c'est de la recherche clinique que je vais vous parler aujourd'hui, telle que définie par le Centre de recherche du CHUM, et comment elle s'inscrit en lien avec cette caractéristique qu'ont les universités comme la vôtre avec des cliniques universitaires. Ça va? C'est clair? Vous pouvez m'arrêter pour des petites questions, mais après ça, on aura un petit 10-15 minutes d'échange à la fin. Donc, quand on veut faire de la recherche sur l'innovation en santé, parce que c'est important de bien comprendre ça, là, parce que des fois, il y a un mélange entre ces deux aspects-là. Il y a une première option, quand on est dans une université en tant que chercheur, et puis pas juste chercheur, chercheuse, chercheur, aussi étudiante, étudiant au cycle supérieur, ou même au premier cycle, et puis aussi les membres de l'équipe. Enfin, quand on veut faire de la recherche, si j'emploie le mot chercheur, là, peut-être que je n'utiliserai pas toute la phrase que je viens de dire à chaque fois, là, mais bon, vous comprenez que je fais référence à ça. La première façon de faire de la recherche, c'est d'aller chercher des participants. Parce qu'on a une recherche, on fait une recherche. Par exemple, dans mon domaine ou dans mon équipe de recherche, on fait des recherches sur l'évolution de l'organisation neurofonctionnelle du cerveau avec l'âge, comment ça se fait qu'avec l'âge, en fait, il y a certains aspects de la cognition qui se maintiennent plus, comme la communication, le langage, d'autres qui sont plus affectés, comme la mémoire. Alors, on fait ça avec de l'IRM et tout. Alors ça, c'est pas de la recherche
basée sur des données cliniques, c'est de la recherche que l'on fait en invitant des gens à participer à un projet de recherche. Cette invitation peut se faire soit parce que je vais à une association, j'invite des gens à participer, ou je vais au bingo du quartier, puis j'invite des gens à participer. Donc, c'est une façon de faire, mais il y a aussi une autre façon de faire pour cette option 1, c'est d'inviter des gens à participer qui, comme par hasard, sont des gens qui viennent dans les cliniques universitaires. Et c'est ce qu'on fait quand on est chercheuse, chercheur dans un centre de recherche, dans un hôpital. On s'arrange pour qu'on puisse avoir accès à ces possibilités d'invitation de personnes à participer à des recherches. Donc, vous voyez que ça peut se faire soit en dehors de vos cliniques universitaires, mais ça peut être aussi inclus. Mais ça ne veut pas dire que c'est de la recherche sur les données de santé des cliniques. Ça veut dire que simplement qu'on utilise les cliniques pour aller chercher des participants. Et à ce moment-là, bien sûr, il y a tout le défi de comment on fait ça selon les comités d'éthique. Est-ce qu'on a le droit, en tant que chercheur, chercheur, étudiant, aller dans la salle d'attente, dire « Voulez-vous participer à une recherche ?» Non, ça ne marche pas comme ça, comme vous le savez. Et puis, je ne sais pas quelle est exactement la procédure que vous avez localement, mais celle qui est la plus habituelle, c'est qu'il faut que les gens qui sont responsables de la clinique universitaire, les cliniciens, cliniciennes, demandent aux personnes qui vont dans les cliniques s'ils sont d'accord pour être invités à participer à une recherche. Donc, il y a un premier consentement. Et puis après ça, avec ce consentement-là, on peut aller voir la personne et dire, on explique, etc., etc. Puis là, il y a toute la question, il y a tout le côté assez simple de la chose, mais assez complexe aussi, d'inviter les gens, d'avoir un consentement, d'utiliser le formulaire de consentement du comité d'éthique, qui aura été approuvé par le comité d'éthique, qui, dans la plupart des cas, et je ne sais pas là où vous êtes rendu, n'est pas toujours en accord avec les règles de bonne conduite de recherche les plus récentes du FRQ, du Fonds de recherche Québec. Je m'explique. Si vous regardez la version 2023 des règles de bonne conduite de recherche du FRQ, vous allez constater que la réutilisation des données et le partage des données font maintenant partie des bonnes conduites en recherche. Or, les comités d'éthique, dans leur tradition, c'est on protège les données absolument. Et par défaut, dans les formulaires de consentement, on n'autorise pas la réutilisation des données, mais on peut convaincre le comité d'éthique d'ajouter une phrase genre « Est-ce que vous êtes d'accord que si un jour on pourrait réutiliser des données pour poser une autre question ?» Ça peut se faire. Mais là où il faut évoluer, c'est l'inverse. C'est que par défaut, on puisse réutiliser les données, et qu'on laisse l'option de « Non, moi, je ne veux pas qu'on réutilise mes données. » Donc, ça, c'est possible. Donc, cette évolution-là, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose que vous vivez ici, mais elle doit se faire, et elle est super importante parce que c'est la base même de la science ouverte. Et quand on demande aux participants qui participent à des projets de recherche, toutes les études qui ont demandé « Mais est-ce que vous êtes d'accord que vos données soient réutilisées? » Les gens disent à 95 « Bien sûr. Je me suis fait d'aller à tel endroit, etc., pour faire offrir des données et tout. Si vous avez une autre question, puis si ça peut aider, bien sûr, mes données doivent être protégées, anonymisées ou non identifiables, peu importe, mais évidemment. Alors que si vous demandez au comité d'éthique, certaines fois, les comités d'éthique disent non, 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 il faut absolument que le consentement soit en fonction de la question qui va être posée et tout, et tout, et tout. Alors là, je pense qu'il y a une évolution de culture entre, d'un côté, la science ouverte et de l'autre côté, la tradition de protection absolue des comités d'éthique. Et je vous invite à peut-être réfléchir à ça, ou en tout cas à initier cette discussion si elle n'est pas déjà faite. Alors, c'était ma petite parenthèse là-dessus. Ceci dit, si vous allez dans votre clinique universitaire et vous demandez aux cliniciens, à la clinicienne, est-ce que je pourrais vous demander de m'aider à trouver des participants et tout, il y a quand même une certaine source de frustration de la part des cliniciens, des cliniciens, parce que c'est comme, OK, je suis comme un vecteur, mais je ne participe pas à la recherche comme telle, ou moi, j'ai des
en tant que clinicienne et clinicien, j'ai des idées en tête qui pourraient peut-être faire l'objet d'une certaine forme de recherche, mais il faudrait que j'y participe, etc. Puis les chercheurs, ben là, ils ont demandé une subvention, ils ont ça, il faut qu'ils aillent chercher le truc. Alors, il y a comme une condition qui fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment les conditions pour mettre en place un travail collaboratif entre cliniciens et cliniciens d'un côté, puis les équipes de recherche de l'autre. Alors, ça, c'est quelque chose que, au siècle dernier, j'étais directeur de la recherche clinique au centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Et on a introduit un mécanisme pour faciliter ou encourager ce genre de recherche. Et on l'a appelé le programme CAREC, qui est le comité d'aide à la recherche clinique, ou je ne sais pas trop quoi, parce qu'on avait un comité, puis on a mis en place un programme. Un programme, comme je dis depuis plusieurs décennies, bien CAREC. Alors, qu'est-ce que ce programme? Ce programme, il est parti de discussions avec les cliniciennes, cliniciens, en disant, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour que... Et là, on est arrivé à quelque chose de bien simple. On s'est dit, ben voilà, on est un centre de recherche, et vous devez avoir ici un soutien, peut-être à des débuts de projets de recherche. Mais au lieu de soutenir un début de projet de recherche en donnant 20 000 $, 30 000 $, 50 000 $ à une équipe de recherche, on a mis en place un programme où c'est les cliniciennes et cliniciens qui avaient accès aux 30 000 $, à la condition qu'ils s'associent des chercheurs ou équipes de recherche. Donc là, ça devenait comme, tiens, j'aurais peut-être pas pensé à cette question-là, mais peut-être que oui, c'est important, clinicienne, clinicien, je vais travailler avec vous, puis on va voir. Puis la quantité de projets majeurs qui ont émergé de ce type d'approche-là, c'est fantastique. Je ne dis pas qu'il faut juste faire ça, mais ça pourrait être une façon d'initier des projets à partir des besoins, des questions pour lesquelles les cliniciennes et cliniciens qui voient, qui ne peuvent pas faire de la recherche. Un chercheur, il fait de la recherche, puis un clinicien fait de la clinique, mais ensemble, ils peuvent travailler là-dessus et faire des choses qui sont novatrices. Alors, je voulais juste vous le signaler, ce programme CAREC existe toujours. Et encore une fois, il est extrêmement populaire et il a donné lieu à des projets, là, je ne mentionnerai pas des noms et tout, mais il y a des projets qui ont été initiés par une approche CAREC dans les années 2015, 16, 17. Après ça, il est arrivé la pandémie. Puis après ça, il y a eu un projet, c'est même retrouvé dans les Nouvelles Frontières, et puis avec une FCI, etc., des millions de $. Donc, c'est une façon d'amener des questions, des façons de faire de la recherche clinique, au sens où on se l'est entendu, qui est très, très impactante et qui a un impact sur la santé. Ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de faire de la recherche clinique. Ça peut être aussi à partir de la créativité, de nouvelles idées et tout. Mais je voulais quand même vous le signaler, parce que si vous allez sur le site web du Centre de recherche du CRI-UGM, si vous regardez le programme CAREC, vous allez voir qu'il existe toujours. Puis ça pourrait être une façon de réfléchir. Ça va? Bon. Alors, mais l'option 2, bon là, on revient, OK? On veut faire de la recherche clinique. Vous avez des cliniques universitaires. Ce que je vous ai raconté, c'était comment on peut utiliser les cliniques universitaires pour aller chercher des participants, etc., etc. Mais ça n'a rien à voir avec les données de santé des cliniques universitaires elles-mêmes. Et donc, l'option 2, c'est de dire, on a des cliniques universitaires en activité physique, je ne sais pas si elle s'appelle comme ça, ou... Kinésiologie. Kinésiologie, merci. Une autre en... Podiatrie, etc. Donc, on veut voir activité physique, plus on en fait, les pieds vont aller comment, etc. Donc, on peut essayer de faire une étude, mais qui, en plus, pourrait utiliser les interactions
entre nos cliniques universitaires. Pas juste les données dans une clinique, mais dans une interaction. Alors là, c'est un peu compliqué, parce que quand on veut avoir accès aux données de santé, quand on voulait avoir accès aux données de santé, jusqu'à récemment, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà fait des recherches sur les données de santé, soit dans les cliniques universitaires, ou dans les hôpitaux? Et peut-être que vous avez constaté que dans le passé, ou tout au moins dans les hôpitaux, parce qu'il peut y avoir des cliniques dans les hôpitaux aussi, ça prenait tout un processus qui faisait, entre autres, appel à une autorisation de la Commission d'accès à l'information, qui n'était pas un processus, et puis c'était pas de leur faute, là, mais il n'y avait pas beaucoup de monde à la Commission d'accès à l'information, ça prenait un peu de temps. Même que, comme je l'ai dit, on pouvait pas, à l'époque, penser que quelqu'un qui fait sa maîtrise puisse faire un travail là-dessus, parce que ça prenait en moyenne 2 ans. Avoir le OK d'avoir accès aux données. Donc, c'était même pas compatible avec la maîtrise. À peine un doctorat. Donc, le Québec était, au Canada, le plus en arrière en termes de capacité d'accès aux données de santé pour faire de la recherche. Et alors que, par exemple, en Alberta, ça prenait à l'époque 1 mois et demi, 2 mois avant d'avoir l'autorisation et tout ça. Nous, ça prenait 2 ans. Alors, il y a eu beaucoup de discussions. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce projet de loi qui est devenu la loi 5, dont je vais vous parler et dont je vais vous indiquer comment la loi 5 s'applique aux cliniques universitaires des universités. Peut-être que vous le savez déjà très clairement, peut-être que non, mais on le fera ensemble. Alors, c'est sur la loi 5 que je vais vous parler. Donc, là, on laisse faire toute la question d'inviter des participants à partir des cliniques et tout. Là, on parle des données de santé, OK? Dans les hôpitaux, dans les cliniques universitaires, comment faire de la recherche là-dessus. Alors, la loi 5, c'est une loi, selon la description de la loi, qui est là pour faire circuler l'ensemble des données concernant un usager au sein de l'ensemble de l'écosystème de santé et des services sociaux. Lorsque cette utilisation est nécessaire, donc il faut qu'évidemment que les données sont accessibles. Juste pour vous dire, là, il n'y a pas de mot « autorisation » ici, là. Les patients n'ont pas besoin d'autoriser. C'est accès aux données, sans qu'il y ait l'autorisation des patients. C'est quelque chose de... Alors, je continue. Quand c'est nécessaire... Quand c'est nécessaire pour un usager, un prestataire de soins de service, donc les cliniciennes dans les hôpitaux ont droit d'avoir accès aux données de santé. Quand un gestionnaire du système de santé et des services sociaux a besoin d'avoir accès pour des raisons X, Y, Z, ou, et c'est là que la loi 5 a été une révolution totale au Québec, ou est une révolution totale, pour chercheuses, chercheurs, d'avoir accès aux données de santé, sans même être obligé d'avoir l'autorisation des patients. Sauf que, comment ça marche? Parce qu'il y a chercheuses, chercheurs, mais de qui on parle? Alors, juste pour vous dire, la loi 5 modifie la loi sur les services de santé et services sociaux pour les questions de gestion du dossier de l'usager, donc parce que la loi sur la LSSSS était une loi qui interdisait à beaucoup de gens d'avoir accès au dossier. Donc là, ça remplace ça. La loi 5 remplace la loi 25. Ça vous dit quelque chose, la loi 25? C'est la loi sur les protections des données, etc., etc. Et d'ailleurs, j'étais content de revoir le recteur parce que j'étais avec lui à une réunion du bureau de la coopération interuniversitaire il y a 10 jours, parce que je pilote un comité au BCI, justement, sur le fait que, et là, je ne parle pas des données de santé, là, mais je parle des données de recherche en général, des données là, des participants, comme ça. Parce que là, les universités ont une responsabilité
non seulement pour leurs données institutionnelles, mais aussi pour les données de recherche de l'université, de s'assurer qu'il y a un respect de la protection des données personnelles et tout et tout. Et la loi 25 s'applique. Encore une fois, oubliez les données de santé des cliniques, là, mais je parle des données de recherche en général. Sauf que la question, c'est est-ce que, parce que les universités font partie des organisations gouvernementales où les données universitaires, genre le nombre d'étudiants au bac ou je ne sais pas trop quoi, sont, en raison de la loi 25 et de la LGGRI, qui est sa version pour les organisations, les établissements gouvernementaux, ces données-là deviennent des données gouvernementales. Le gouvernement peut avoir accès à ces données-là. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que les données de recherche qui sont sous la responsabilité des universités sont incluses dans les autres données et pourraient devenir des données qui seraient, comment dire, gérées par la LGGRI et qui pourraient dorénavant devenir des données gouvernementales. Du genre, moi, je vois un participant, j'ai des données, mon université m'aide à protéger ces données-là, mais ça pourrait être considéré des données universitaires, donc des données gouvernementales. Donc, le gouvernement pourrait avoir accès à mes données, ce qui serait une catastrophe totale. Donc là, actuellement, les universités et le conseil d'administration du BCI va faire en sorte, parce qu'il y a eu des échanges verbaux qui vont dans le sens que, non, les données de recherche ne font pas partie des données gouvernementales, mais il n'y a jamais eu d'écrit là-dessus. Et là, on est en train de s'assurer que ce soit mis de côté. Est-ce que vous me suivez? Donc, la loi 5 abroge, en fait, elle remplace la loi 25 pour ce qui est des données des cliniques universitaires. Donc, pour les universités, toutes les règles de la loi 25 ne s'appliquent pas pour les données de santé et de services sociaux des cliniques universitaires. C'est la loi 5 qui prime. Ça va? Bon. Ceci étant, parlons de cette loi 5. Alors, premièrement, c'est quoi les données des cliniques universitaires ou les données de santé? Parce qu'en fait, la loi 5, c'est l'ensemble du système de santé. Puis les cliniques universitaires, bien, ça offre des soins, des services. Alors, ces données-là, c'est des données qui, selon la loi 5, et là, je décris comment la loi 5 la qualifie, c'est des données qui sont détenues par un organisme du secteur de la santé et des services sociaux. Alors, est-ce que les universités font partie d'un organisme du secteur de la santé et des services sociaux? On va voir. Ne répondez pas. Ça concerne une personne qu'ils permettent ou non, qu'elle, plutôt, permettent ou non de l'identifier. Et qui répond à l'une des caractéristiques suivantes, état de santé mental, état de santé physique, mental, matériel prélevé, services de santé et données obtenues dans l'exercice d'une fonction prévue par la loi sur la santé publique. Donc, en fait, c'est toutes les données. OK? Ça, c'est les données dont on parle là, qui sont couvertes par la loi 5. Est-ce que c'est clair? C'est bon, dites-moi. Alors, ces données sont accessibles dans un hôpital. Et là, je vous parle de la loi 5, pas nécessairement de son application à l'université, là, mais je vous parle de la loi 5. Dans un hôpital, ces données, par exemple au CIUS Mauricie Centre du Québec, là, que vous avez ici, puis qui est d'ailleurs, comme vous le savez, une des 2 vitrines du dossier santé numérique actuellement au Québec. Bon, c'est super important. Alors, ces données peuvent être accessibles à ce qu'on appelle les chercheurs liés à l'hôpital de santé. Alors, c'est quoi? C'est dans la loi, c'est comme ça. C'est pas moi qui ai inventé lié, là. C'est pas qui est attaché ou elle est attachée, mais c'est quoi un chercheur, une chercheuse liée? Ben, c'est une chercheuse ou un chercheur qui est reconnu par l'organisation de santé comme étant comme ayant la possibilité de faire de la recherche dans leur milieu. Là où il y a un centre de recherche, je suis chercheur, moi, lié
au CIUS Centre-Sud de Montréal parce que je suis un chercheur à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal dans son centre de recherche. Ça pourrait être le CHUM, Sacré-Cœur, je ne sais pas trop ici, je m'excuse, mais je connais mal les centres de recherche locaux. Mais à ce moment-là, je suis lié. Mais pour devenir un chercheur dans mon institution, j'ai dû respecter un certain nombre de critères. Donc, les chercheurs liés, et là, je vous donne l'exemple de mon centre de recherche, parce que c'est à peu près pareil partout, mais je vous donne l'exemple de mon centre de recherche. Donc, c'est quoi un chercheur lié chez moi? Il faut être, vous allez voir, c'est pas compliqué, mais c'est quand même, il faut le faire. Il faut être titulaire d'un diplôme de 3e cycle ou avoir une formation complémentaire postdoctorale d'une durée d'au moins 2 ans. C'est comme ça que dans mon centre de recherche, c'est écrit. On pourrait adapter un peu quand même la chose, mais c'est comme ça. Avoir un statut universitaire et la capacité de former d'autres chercheurs ou être reconnus. Donc, les chercheurs sont des gens qui sont nécessairement des universitaires et capables d'avoir des étudiants en maîtrise, par exemple, etc. Avoir publié... avoir un statut... Oui. Avoir publié les résultats de ses recherches dans des revues avec comité de pairs. C'est les critères pour être lié là, dans mon centre de recherche. Avoir déclaré au moins 50% de ses activités de recherche au sein de l'organisation. Et poursuivre des activités de recherche en lien avec les thèmes de recherche de l'organisation. Si je suis astrophysicien, je ne peux pas être chercheur lié à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Quoique, mais pour ça. Parce qu'il y a un lien que je pourrais vous parler de ça pendant des heures, entre vieillissement de la population puis exploration dans l'espace profond, deep space et tout ça. Mais enfin, peu importe. Avoir obtenu des subventions de recherche et avoir complété une formation en éthique, qui est une... Alors, si on devait identifier et nommer des chercheurs liés dans une université, parce que sur le campus, et c'est ce qui est en train de se faire chez moi à l'Université de Montréal, on a, comme vous, pas mal de cliniques en santé, on en a 12 cliniques en santé, et le secrétariat général est en train de mettre en place une gouvernance pour dire qui sont les chercheurs qui ne sont pas des chercheurs de l'Institut de gériatrie, du CHUM et tout, mais des chercheurs campus qui vont être liés au pluriel clinique universitaire. Pas à chacune, là, un à un, parce que quand tu es lié au CHUM, tu n'es pas lié à une clinique, tu es lié au CHUM. Donc, peut-être que ces critères-là devraient être des critères inspirants, ça n'a pas besoin d'être égal, mais inspirants, pour reconnaître des chercheurs liés campus, qui sont reliés aux cliniques universitaires. Est-ce que c'est clair? Oui? J'ai une question. Vous parlez des centres de recherche, mais admettons qu'on a un établissement de santé qui n'a pas de centre de recherche. Comment on fait pour le lier? L'établissement de santé doit mettre en place une gouvernance et des règles. OK. Fait qu'on n'est pas nécessairement obligé d'avoir un centre Non. de recherche en bonne état. Non. Non, parce que vous allez voir, les organisations qui sont couvertes par la loi 5, là, j'arrive plus tard, c'est à peu près tout le monde. Mais c'est parce que l'exemple des centres de recherche est plus simple, là, parce que ça existe, mais ça pourrait être fait ailleurs. Donc, je reviens. Quand un chercheur est lié, la façon d'avoir accès, puis encore une fois, là, je décris ça dans le réseau de santé, parce qu'après ça, vous allez voir, ça va s'appliquer dans les universités. Tout ça là. Un chercheur doit soumettre 3 documents pour avoir accès aux données de santé. C'est pas si compliqué que ça. Le chercheur est lié, 3 documents. Un protocole de recherche, évidemment. Un avis positif du comité d'éthique. Et une évaluation des facteurs à la vie privée liés à son projet. Donc, il faut faire une petite évaluation de comment on va protéger les données privées. Avec juste ces 3 trucs-là, on dépose ça et en théorie, en 2-3 semaines, on devrait avoir l'autorisation d'avoir accès aux données de santé dans un hôpital. Mais à qui on demande ça? Où est-ce que je l'ai mis, là? Ah ben, je ne l'ai peut-être pas mis, mais ça va venir. C'est que... Pardon? Oui, je m'excuse. Oui, merci. Alors, il faut demander ça parce que l'autorisation, c'est la plus haute autorité de l'organisation de santé. Ce qui pose un petit problème en ce moment avec Santé Québec. Mais mettons qu'il n'y a pas Santé Québec, ça aurait été la direction du CIUS, ça aurait été le PDG, qui peut, bien sûr, transmettre à quelqu'un, à un groupe, l'autorisation d'autoriser en son nom, etc., etc. Mais c'est la plus haute autorité.
l'expression « la plus haute autorité », c'est fait partie de la loi 5. Un chercheur qui est non affilié. Ah oui, pendant la loi 5, là, il y a eu toute une discussion sur le fait que est-ce que la Commission d'accès à l'information devrait approuver chaque demande? Dans le... vous voyez ce que ça aurait pu vous faire, vous qui avez levé la main tantôt, là. En fait, on serait revenu à 2 ans. Fait que ce qui a été fait, puis je peux vous dire, parce que j'étais en commission parlementaire, c'est qu'il y a eu beaucoup de discussions. Et finalement, ce qui a été convenu, c'est que l'organisation de santé, à la fin de l'année, va transmettre à la Commission d'accès à l'information ce qu'elle a approuvé ou pas, mais on ne fera pas une approbation à chaque fois. Ça a l'air de rien, là. C'est fondamental. C'est bon? Voilà. Donc, je reviens. Et quels sont les organismes qui sont visés par la loi 5? Bien, je ne vais pas toutes les lire, là. Mais bien sûr, il y a les hôpitaux, les CHU, etc., etc. Mais il y a aussi ça ici, là. Les établissements privés, les établissements privés conventionnés, etc., etc. Donc, il y avait, quand la loi 5 a été présentée et approuvée, 22 300 organisations de santé des services sociaux qui étaient potentiellement accessibles par la loi 5. C'est bon? Et c'est là que commence l'évolution. Et c'est là que le consortium santé numérique que je dirige à l'Université de Montréal, en plus de mon rôle au vice-rectorat, on est allé en commission parlementaire, puis on a dit, minute, là, parce qu'il me semble qu'il manque quelque chose ici, là. Il me semble qu'il n'y a pas de référence explicite aux cliniques universitaires. Parce que, implicitement, la loi s'applique à tout ce qui offre des soins de santé ou de services sociaux, mais explicitement, dans les annexes et tout, les cliniques universitaires n'étaient pas incluses dans la loi 5. Désolé, monsieur le recteur, mais on a gagné parce que quelques mois plus tard, il y a eu, avant la mise en œuvre de la loi 5, il y a eu le projet de règlement et le règlement 1 de la loi 5 qui a été adopté, qui est justement sur la chose suivante, et je vais vous partager ce que le ministre Leduc... non, pas Leduc. Dubé, parce que malheureusement, j'ai un collègue. Le ministre Dubé a dit... Donc, le ministre Dubé, dans la façon de présenter ce règlement 1, lisez ça, c'est pas inintéressant. Ce projet d'exemple propose de prévoir qu'un établissement d'enseignement de niveau collégial ou universitaire soit, dans certains cas, genre quand il y a des cliniques universitaires, considéré être un organisme du secteur de la santé et des services sociaux visé à l'annexe 2 de la loi sur etc., etc. Autrement dit, on a réussi à faire en sorte que les universités deviennent des hôpitaux. Non, je m'excuse, mais des organisations de soins et de services sociaux en lien avec leurs cliniques universitaires. Ça a l'air de rien, mais c'est fondamental. Et donc, cette loi, ce règlement 1, rend explicite ce qui était implicite dans la loi 5, puisque les cliniques universitaires ne sont pas explicitement mentionnées, je me répète, dans la liste des exemples d'organisations de santé. Donc, ça va? Alors, il décrit, le règlement 1, la gouvernance au sein de l'établissement d'enseignement qui aura la responsabilité d'autoriser les accès aux données de santé, et il introduit une responsabilité à la plus haute autorité de l'établissement. Dans mon université, c'est le conseil de l'université. Ici, c'est qui? C'est ce que j'ai vu à CA, à l'UQTR. Donc, ce serait le CA qui serait responsable d'autoriser l'accès aux données de santé. Mais évidemment, le CA ne se réunira pas à chaque demande. Il va mettre en place une organisation, sûrement, en tout cas devrait, à mon avis, mettre en place une organisation. Et, entre autres, parce que la loi 5, je n'irai pas dans tous les détails, mais en tant que patient, vous pouvez demander à ce que, malgré le fait qu'il y a la loi 5, vous pouvez dire « Non, moi, je ne veux pas qu'on ait accès à mes données, etc. etc. » Donc, c'est cette organisation de la plus haute autorité qui traiterait de la chose. Le règlement 1
précise, parce que là, évidemment, dans les cliniques universitaires, là, les gens se sont dit, ah oui, mais il y a aussi des cliniciens, chercheurs, mais il y a aussi des étudiants, etc., parce qu'évidemment, des cliniques universitaires, c'est fait pour former initialement, c'est peut-être pas simplement pour offrir des soins, des services de santé. Donc, elle précise l'accès possible aux professionnels de la santé et aux étudiants stagiaires. Donc, les étudiants stagiaires aussi ont le droit de... alors, un étudiant stagiaire qui fait en même temps une maîtrise ou peu importe et qui a le droit. La personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme ou le professionnel de la santé des services sociaux qu'elle désigne attribue une autorisation d'accès à un intervenant visé à l'article 5 de la loi 5, lorsque celui-ci remplit la condition suivante, il est membre du personnel de l'organisme, compléter la formation en matière de protection des renseignements, parce que là, il y a des règles de formation des membres des cliniques pour s'assurer qu'ils respectent des règles de protection des données et qu'il s'engage par écrit à faire preuve de discrétion et n'a pas divulgué l'information confidentielle. Mais la définition de personnel est considéré être membre du personnel un intervenant qui offre des services de santé ou de services sociaux, les cliniciens, cliniciennes de la clinique, mais dans le cadre de ces études, au sein d'un établissement d'enseignement de niveau collégial ou universitaire visé à l'article 1, dans la mesure où cette offre de service est supervisée par un professionnel de la santé ou des services sociaux. Donc, je veux dire, ça, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, mais les cliniques universitaires sont devenues autre chose là, avec ça. Et puis, il va falloir s'adapter. Voilà. Le règlement 1, si vous le lisez, il ne fait pas référence à toutes les règles de la loi 5, mais il dit simplement que les institutions d'enseignement font partie de la loi 5. Bon, il y a quelques trucs spécifiques, comme je viens de lire pour la formation, mais ils font partie de la loi 5. Donc, tout le reste de la loi 5 s'applique. Alors, dans ce contexte, il va bien falloir mettre en place une gouvernance des cliniques universitaires. J'imagine que vous avez une gouvernance des cliniques universitaires, ou en tout cas, à l'Université de Montréal, on n'a pas une gouvernance des cliniques universitaires. On a un comité des cliniques universitaires. Mais c'est un comité pour échanger, pour tout ça. Mais il faut que ça devienne une gouvernance avec des droits de... En tout cas, oui. Un processus de reconnaissance des chercheurs et chercheuses liés. Comment on va faire ça? Et un processus d'autorisation d'accès géré par la personne désignée par la plus haute autorité de UQTR, là, lisez UQTR au lieu de l'UDEM, mais c'est la même chose. Mais ce processus de reconnaissance des chercheuses et chercheurs liés, vous l'avez vu tantôt, c'est relativement facile, mais il faut tout mettre ça en place là pour pouvoir accès aux données de santé via la loi 5. Autre projet de règlement qui s'applique à toutes les organisations de santé et des services sociaux qui sont touchées par la loi 5. Et donc, ce projet de règlement 2 ne concerne pas juste les universités, il concerne l'ensemble des organisations de santé et services sociaux, mais s'applique aux universités. Et je le mentionne parce que là, chez nous, à l'Université de Montréal, ça a eu un effet choc, entre autres au niveau des TI, des technologies de l'information, parce que le règlement 2, qui s'applique donc chez vous, offre des précisions relatives à la gouvernance des renseignements de santé. Il concerne tous les organismes de santé couverts par la loi 5 et inclut donc les institutions d'enseignement considérées comme des organismes de santé. Il y a des précisions sur la mise à jour annuelle de leurs connaissances sur la protection des renseignements. Donc, en fait, les membres des cliniques doivent chaque année faire une petite formation de mise à jour sur la protection. Précision sur les modalités de conservation et de protection des renseignements. Ce n'est pas la loi 25, mais il y a quand même des précisions. Et une précision sur l'évaluation et le maintien des produits technologiques. Oh, intéressant. Alors, je ne sais pas comment vous êtes, vous, ici, avec vos cliniques universitaires, mais à l'Université de Montréal, les 12 cliniques universitaires en santé, puis il y en a plein d'autres aussi dans droit, puis tout ça, mais ça va, je dirais, du plancher au plafond en termes de qualité des outils technologiques
qui sont utilisés pour les cliniques. Merci. En particulier, une clinique que je nommerai pas, en fait, jusqu'à tout récemment, je pense qu'ils viennent de changer, mais ils étaient encore papier-crayon. Ouais. Papier, crayon, fax. Et on sait. Par contre, il y avait d'autres cliniques qui étaient quand même assez bien organisées, mais il y a une autre clinique que je nommerai pas, qui avait mis en place un dossier numérique absolument novateur et tout, il y a 15-16 ans, par une société qui existe encore aujourd'hui, avec un membre de la société, c'est-à-dire une personne qui est en train de disparaître, et qui utilisait des logiciels ou des façons de faire les choses ou des langages d'ordinateur qu'aucune personne des TI à l'Université de Montréal ne comprenait. Donc, ce que je veux dire, c'est que, bon, après ça, alors évidemment, qu'est-ce qui se passe au Québec en ce moment? On est encore faxé, là, mais je veux dire, il va bien falloir évoluer vers un dossier santé numérique. Vous le savez, c'est en train de se faire. On va espérer que la deuxième phase, qui devrait arriver dans un an et demi, se fera dans un contexte légèrement différent. Je n'ose pas vous dire qu'actuellement, il y a donc le CIUS Mauricie Centre du Québec et le CIUS Nord de l'île de Montréal qui sont les deux vitrines du dossier santé numérique, qui est celui qui a été choisi par le gouvernement, qui devrait être mis partout. Mais pour l'instant, il y a eu un premier contrat pour cette première mise en place avec la compagnie Epic. C'est ce que vous savez. Epic. Hein? Compagnie américaine. Et dans la deuxième phase, il va falloir signer plusieurs centaines de millions de dollars avec une compagnie américaine pour le... Je ne sais pas, là. Je ne sais pas où on en sera, mais il y a une petite réflexion, là. Parce qu'en tant que gouvernement, pas sûr que si on avait eu à signer ça cette semaine, qu'il y aurait eu une signature. Mais ça, c'est autre chose. Alors, mais cette prévision sur l'évaluation et le maintien des produits technologiques, parce que les dossiers des cliniques universitaires, ben, c'est les soins de santé d'une personne qui peut, après ça, aller ailleurs dans le système de santé. Donc, je ne sais pas où vous en êtes, mais à l'Université de Montréal, moi, j'ai dit, mais il va falloir que tous les dossiers soient connectés au dossier Santé Québec. Donc, il faut que les solutions techniques en soutien aux cliniques universitaires soient connectables à l'ensemble du système. Ce qui est un avantage énorme, parce que si moi je reviens tantôt, le problème d'exercice physique puis podiatrie, là, bon, supposons que je veux faire une étude là-dessus, je fais appel aux deux cliniques ici, mais dans le fond, l'autorisation que j'ai, c'est pour l'ensemble des données de santé du Québec. Donc, je n'ai pas juste les données des cliniques, j'ai des données de la podiatrie québécoise et de l'activité québécoise. Donc ça, c'est super important. Parce que ça nous permet d'aller vers l'ensemble des dossiers, des données de santé. Juste pour terminer, voici un peu quelques articles qui ont fait frémir mon collègue vice-recteur responsable des technologies de l'information, parce que, justement, un organisme doit prendre les mesures nécessaires afin d'éviter de mitiger les impacts possibles dû au fait qu'un produit technologique qu'il utilise cesse d'être conforme à l'usage, etc., etc. Bref, la loi 5 oblige aussi les cliniques universitaires, à être à un bon niveau, au niveau de leur dossier numérique. Et, bon, vous lirez le reste, mais alors, dans les universités, il y a, en tout cas dans mon université, le soutien au dossier numérique des cliniques universitaires par les TI n'était pas vraiment prioritaire. C'était même plutôt vers le bas. Mais avec la loi 5, c'est presque au plafond maintenant, parce que la loi l'exige. Alors, je ne sais pas comment vous allez le considérer,
mais c'est devenu nécessaire, étant donné que l'université est devenue un organisme de santé et des services sociaux qui est assujetti à la loi 5, etc., etc. Bref, comme vous le voyez, les chercheuses, chercheurs universitaires disposent de plusieurs options pour faire de la recherche clinique, on l'a vu, inviter des participants, avoir accès aux données de santé. Ils peuvent être liés à une organisation de santé et des services sociaux, puis ainsi bénéficier de la loi 5, genre moi, à l'Institut de gériatrie, ou un collègue ailleurs, mais on est liés. Mais les chercheurs et chercheuses universitaires reconnus comme liés aux cliniques universitaires pourront également bénéficier de la loi 5 pour les travaux faisant appel aux données de santé via leur clinique universitaire, dans la mesure où leur institution aura mis en place les structures et les règles. Donc, dans tous les cas où la recherche se fait en lien avec des lieux offrant des soins de santé et services sociaux, en général, j'aimerais quand même ne pas que vous oubliez qu'il est important de considérer d'inclure les personnes qui offrent les services, cliniciens, cliniciennes, et les personnes qui reçoivent les services, que ce soit les citoyens, leurs familles, etc., etc. Donc ça, c'est ma conclusion. J'espère que que j'ai été assez clair dans le partage de mes informations, mais je vous souhaite vraiment bonne chance et bravo pour avoir autant de cliniques universitaires.